Ça a été très bien dit, 40 à 60% des cancers colorectaux développent des métastases. Ces métastases sont synchrones dans 25% des cas. 50% des patients vont développer des métastases et, comme on l'a très bien vu, pendant 20 ans, seuls 10% de ces métastases étaient irrésécables. Grâce actuellement au progrès de la chirurgie, de la chimiothérapie, de thérapie ciblée, on a eu des améliorations de survie, mais le seul traitement curatif qui reste possible, c'est la résection des métastases. Cette résection des métastases hépatiques, elle offre une survie à 5 ans qui peut aller jusqu'à 45%. Alors, le cancer colorectal métastatique a connu une véritable évolution. Tout d'abord, il y a eu une modification dans les contre-indications classiques de l'hépatectomie. Il y a eu l'avènement de traitements médicaux néoadjuvants bien plus efficaces qu'auparavant. Il y a eu, comme on l'a très bien vu, une amélioration des techniques chirurgicales. Il y a eu de plus en plus l'accès à la radiologie interventionnelle. Tout ça a fait qu'on a eu une transformation du paysage carcinologique du traitement des métastases hépatiques d'origine colorectale. Et actuellement, 40% des métastases peuvent être traitées dans une optique curative. Alors, le chiffre s'est multiplié par 3 et 4 par rapport au chiffre classique. On dispose de plusieurs moyens thérapeutiques, la chimiothérapie, la chirurgie, les biothérapies, la chimioembolisation, la radiofréquence, les soins palliatifs, la radiothérapie. Et donc, mon exposé, c'est surtout sur la place des biothérapies dans cet arsenal thérapeutique de plus en plus riche. Quel est l'effet des anti-angiogéniques? Donc, je vais vous montrer. L'effet, c'est tout simple. On a une petite tumeur qui est avasculaire, qui est dormante, qui va, pour se développer et devenir plus grosse, et se vasculariser. Donc, il va y avoir sécrétion du VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Donc, cette cellule cancéreuse est capable de sécréter ce facteur afin justement de favoriser son propre développement. Et les molécules anti-VEGF, donc les anti-angiogéniques, ce sont des molécules qui sont destinées justement à lutter contre la formation de ces nouveaux vaisseaux nourriciers de tumeurs. Et donc, on se retrouve avec des tumeurs moins vascularisées et donc qui vont diminuer de taille. Pourquoi utiliser les anti-angiogéniques dans les cancers colorectaux métastatiques? Parce que les études, depuis longtemps, ont montré, depuis les 20 dernières années, que le fait d'associer la chimiothérapie avec ces thérapies ciblées va augmenter significativement le taux de réponse et la survie. Et on assiste là à une amélioration très nette, puisque si on compare les années 2000 où la médiane de survie était aux alentours de 1 an, on est arrivé à une médiane de survie qui peut aller jusqu'à 33 mois grâce justement à l'ajout de ces thérapies ciblées avec la chimiothérapie. Alors pour qui utiliser, pour quels malades utiliser ces traitements antigéniques? Est-ce qu'on peut utiliser ces traitements pour tous les malades? La réponse évidemment est non. Donc actuellement on a des marqueurs qui peuvent nous aider, on a des indicatifs, par exemple entre autres l'étude du statut race. Pour les malades qui sont race mutée, là, on a le choix de faire une chimiothérapie plus ou moins associée au bevacizumab, qui est un anti-angiogénique. Pour les malades qui sont race sauvage, là, on a le choix entre faire une chimiothérapie plus le beva, un anti-angiogénique, ou plus l'anti-EGFR. Donc, on a plus des traitements qui sont personnalisés et qui sont plus guidés, justement, en fonction du statut moléculaire. Alors, on dispose de 2 principaux traitements, les anti-EGFR et les anti-angiogéniques. Et donc, on va essentiellement parler des anti-angiogéniques, entre autres le bevacizumab. Il y a aussi l'aflibercept. Pour raisonner devant un cancer colorectal métastatique, on l'a vu depuis ce matin, depuis tout à l'heure, qu'on est devant 3 situations stratégiques. Soit on est devant un cancer colorectal avec des métastases jamais résécables, c'est 50% des cas, soit on est devant un cancer colorectal avec des métastases potentiellement résécables, et c'est dans 30 à 50% des cas, soit on est devant un cancer colorectal avec des métastases facilement résécables, et c'est 15 à 20% des cas. Et justement, on l'a dit depuis tout à l'heure, pour classer un malade dans l'une ou l'autre de ces catégories, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il faut que
on a une RCP, c'est une recommandation de bonne pratique. Il faut que la réunion soit effective dans le temps et dans l'espace. C'est pas par téléphone, c'est pas par un échange de courrier ou dans un couloir. Il faut que tous les intervenants, chirurgiens, oncologues, gastro-entérologues, radiologues spécialisés dans le foie, radiothérapeutes, soient tous présents pour classer dans l'une ou l'autre de ces catégories-là. Et il faut surtout évaluer la résécabilité de ces métastases tous les 2 à 3 mois en passant toujours les dossiers dans les RCP. Et donc, je commence rapidement par le cas de métastases qui sont facilement résécables, comme le montre par exemple sur cette figure, c'est les facilement résécables. Juste un mot, une seule étude a justement évalué l'intérêt pour ces malades-là de commencer par une chimiothérapie, de faire ce qu'on appelle la chimiothérapie périopératoire. C'est l'étude de phase 3 de l'ERTC depuis 2013. Cette étude a montré clairement que le fait de faire une chimiothérapie périopératoire augmente la survie sans récidive, sans améliorer la survie globale. Et dans les recommandations NCCN 2018 américaines, c'est clair, c'est que pour des métastases résécables, soit on fait la résection d'emblée, soit on fait cette chimiothérapie périopératoire suivie de la résection, et on a le choix de faire la chimiothérapie par Folfox ou Capox. Mais seule chose importante dans mon exposé, c'est que pour le moment, il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y a une place aux anti-angiogéniques pour ces cas de métastases qui sont facilement résécables. Donc, c'est pas du tout, on n'utilise pas les anti-angiogéniques pour ces malades-là qui sont facilement résécables. Soit on résèque d'emblée, soit on fait cette chimiothérapie périopératoire qui améliore la survie sans récidive. Deuxième point, donc on passe au deuxième cas de figure qui est, qu'on parlait depuis tout à l'heure, c'est les métastases qui sont potentiellement résécables, qui représentent 30 à 35% des cas. Ces métastases, donc, comme le montre cette figure-là, ce sont des métastases qui peuvent ne pas être résécables d'emblée, soit par leur nombre, soit par leur taille, et qui peuvent le devenir. Pour le devenir et les rendre résécables, ça impose de frapper fort. Donc, il faut utiliser un protocole de tumio ou de thérapie ciblée qui offre le maximum de réponses, sans toxicité majeure, en particulier sans dégâts hépatiques, puisque c'est un malade qui va être opéré sur son foie. Et donc, on a le choix entre faire la trithérapie ou la quadrithérapie, donc la bichimio ou la trichimio, Folfiri, Folfox ou Folfoxiri. Et on a aussi la possibilité d'ajouter un anti-angiogénique, puisqu'on parle des anti-angiogéniques. Pour la chimiothérapie, pareil, faire du Folfox ou Folfiri, c'est la même chose. Pour le fait de faire de la bi ou de la trichimio, c'est clair que quand on fait de la trichimio, on a plus de réponses objectives. Mais le pourcentage de résection est le même, selon cette étude. Par contre, une donnée importante, c'est que quand on est devant un malade qui a eu le BEVA, il semble que le fait d'associer donc le BEVA avec du Folfoxiri, avec la bithérapie, ça a un intérêt en particulier pour les malades qui sont BRAF mutés. Donc, ça se voit de plus en plus au fil des années qu'on arrive à individualiser des profils moléculaires avec des taux de réponse plus importants en fonction de la stratégie thérapeutique choisie. Alors le BEVA, donc, on l'utilise en général dans les deux cas de figure, soit on a un RAS sauvage ou un RAS muté, on a le droit de l'utiliser. Par contre, en cas de RAS sauvage, on a la seule possibilité d'utiliser l'anti-EGFR dans cette catégorie. Sinon, dans le RAS muté, on utilise l'anti-angiogénique plus chimiothérapie. Pour les RAS mutés, c'est le BEVA associé à n'importe quelle chimiothérapie. Par contre, pour le RAS qui est sauvage, on a le choix entre faire un anti-EGFR ou un anti-angiogénique associé à la chimiothérapie. Et les grandes études, l'étude CALGB et l'étude FIRE3, je vais les passer rapidement, ont montré qu'on a les mêmes taux de réponse, le même survie sans progression. Et chose importante que je vais un petit peu en parler, c'est que pour l'étude CALGB, pour les patients qu'on arrive à opérer après cette chimiothérapie première, que ce soit par le BEVA ou les cetuximab, on a une survie sans médiane de 15,9 mois et on a une survie globale qui atteint les 64 mois. Donc quand même, on arrive à avoir une survie qui peut aller jusqu'à 64 mois pour une maladie métastatique et c'est excellent. La même chose, donc pour l'étude FIRE3, c'est la même chose. Donc faire du Folfiri avec cetuximab ou BEVA, on a les mêmes taux de survie sans progression, même taux de réponse.
Donc, en conclusion, similaire en termes de survie sans progression, la survie globale est prolongée à 29 mois et surtout, quand on arrive à opérer ces métastases, on a 65 mois de survie globale qui est, je pense, une survie très intéressante en arrivée à ça. Rapidement, quelle est la durée des anti-angiogéniques? C'est important de dire que la toxicité hépatique, elle est majorée après 6 cycles. Il ne faut pas prolonger au-delà de 6 cycles. Il est recommandé d'opérer dès que les métastases deviennent résécables, parce que le maximum de réponse, on l'obtient au bout de 2 à 4 mois, et aussi parce que cette chimiothérapie qu'on utilise, que ce soit le Conto ou l'oxaliplatine, ça donne des toxicités au niveau du foie. Le foie bleu de l'oxaliplatine, c'est le syndrome d'obstruction sinusoïdale. Le stéato-hépatique, le foie gras de l'irinotécan, ça c'est des toxicités hépatiques qui entraînent une morbidité opératoire quand on arrive le foie. Et chose aussi intéressante, c'est que dans cette étude, ça a été montré que le BEVA, il paraît qu'il prévient la toxicité hépatique de l'oxaliplatine, donc il semble être intéressant cette donnée. Alors, je termine par les guidelines internationales. Que disent les guidelines sur la place des anti-angiogéniques? L'ESMO, donc dernière mise à jour 2016, c'est clair qu'actuellement, on raisonne profil moléculaire, comme vous voyez. Actuellement, c'est qu'on se retrouve avec un profil moléculaire, soit on est race sauvage et on utilise une double chimiothérapie avec anti-EGFR, soit on est un race muté et on utilise là une bichimiothérapie avec du BEVA, soit on est BRAF muté et on utilise une triple chimiothérapie avec du BEVA. Et de plus en plus, donc, la chimiothérapie, elle est ajustée en fonction de ce profil moléculaire et ça ressort, comme vous le voyez, dans les recommandations. La même chose au NCCN, les Américains, c'est la même chose, c'est en fonction du statut race, on indique la chimiothérapie, la même chose. Et donc, c'est ce qui ressort dans le dernier ESMO, c'est qu'on a le choix d'utiliser un doublé de chimiothérapie avec le BEVA en première ligne, on change de chimio et on garde le BEVA en deuxième ligne, on peut changer par un anti-EGFR en deuxième ligne, donc on change soit de chimio, soit de thérapie ciblée pour avoir justement le maximum de réponses. Je termine rapidement sur l'impact des anti-angiogéniques sur la localisation au niveau du côlon. Vous le savez très bien que ces dernières années, on parle de la localisation côlon droit versus côlon droit. On sait actuellement que le côlon droit, c'est plus chez la femme, plus de MSI. Sur le plan embryogenèse, c'est totalement différent du côlon gauche. Qu'est-ce que a ceci en implication concernant les anti-angiogéniques? Tout d'abord, on sait actuellement clairement que le côlon droit est de mauvais pronostic par rapport au côlon gauche et au rectum. Ça sort dans les études rétrospectives. Autre chose, le côlon gauche est de plus bon pronostic, mais aussi il y a une application thérapeutique qui est en cours de validation. Ça va être certainement prouvé prochainement. Il paraît que les anti-EGFR sont moins efficaces pour le côlon droit, qui reste encore à prouver. Donc, on utilise plutôt le BEVA plus bichimio ou trichimio pour le côlon droit. Et peut-être les anti-EGFR seraient plus efficaces pour le côlon gauche. Donc, bien sûr, il y a des études prospectives pour confirmer tout ça. Et donc, la nouvelle classification moléculaire qui va certainement couler beaucoup d'encre, c'est qu'on va avoir donc ces quatre sous-types moléculaires. Et justement, cette classification moléculaire en fonction du profil génétique de chaque sous-type, ça a aussi une implication thérapeutique, parce que de plus en plus, on sait que dans les différentes études, donc FIRE3 et CALGB rétrospectivement, on sait que le BEVA semble être plus efficace dans les sous-types S1, et le cetuximab semble être plus efficace dans les types S2 et S4. Donc, de plus en plus, on a des traitements qui sont à la carte et qui sont très personnalisés en fonction justement du profil moléculaire des patients. Donc, en conclusion, on a un arsenal thérapeutique très riche et de plus en plus riche, comme vous le voyez. Plusieurs molécules sont à notre disposition, à côté des autres thérapies. On a des traitements on a des facteurs prédictifs de réponse, en particulier la classification moléculaire et la localisation au niveau du côlon, qui vont aider notre choix du traitement et qu'on va identifier plus finement nos molécules à utiliser.
De plus en plus, on tente d'avoir des traitements de plus en plus personnalisés en fonction de chaque patient. Et certainement, on a des améliorations de survie qui sont continues. Et tout ça, on revient, c'est grâce à notre RCP qui va nous permettre de sélectionner les bons malades pour chaque catégorie qu'on a vue tout à l'heure, pour sélectionner quel malade il faut arrêter la chimio et passer à la chirurgie, quel malade il faut arrêter à la chimio et passer au traitement locaux-régionaux et la radiofréquence ou la chimiothérapie intra-artérielle. Je pense que je n'arrêterai pas de dire que la RCP, c'est le plus important. Je vous remercie.